Bonjour les amis et bienvenue à ce débrief du Grand Prix de Japon. Théâtre de Red Bull. Il y a un an, Max Verstappen a été sacré champion du monde sous un imbroglio incroyable. Cette année, c'est Red Bull qui est sacré. Sixième titre constructeur. Max Verstappen récupère ce titre avec panache, tel un lion qui veut montrer à sa cour qu'il est le patron, qu'il est le roi, qu'il est présent et qu'il est tien. Premier à tous les essais libres. Premier en qualification, premier dans tous les secteurs, premier en course, avec le meilleur tour, le grand chelem, Max Verstappen a dominé. Singapour était tout simplement une fumée, un Grand Prix qui n'aurait pas lieu d'être. Pour les fans de Max Verstappen, il n'y a jamais eu de Singapour dans la saison. Pour les fans de Formule 1, Singapour a été le Grand Prix où Max Verstappen a enfin pu se faire battre. Bref, Red Bull est devant, Max Verstappen confirme la forme qu'on attendait et aujourd'hui on va débriefer cela avec notre fan de Mercedes, toujours dur mais toujours objectif. Les amis, je n'ai plus besoin de le présenter, vous le connaissez. Et parce qu'aujourd'hui en plus on va parler de Mercedes, quoi de mieux que d'être accompagné d'une personne qui a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Il sera très loquace. Les amis, je vous prie d'accueillir Franck. Franck, bonjour et comment vas-tu? Bonjour Finger Pilote, je vais très bien et toi-même? Je vais très bien, merci. Alors, comment as-tu vécu ce Grand Prix du Japon? Je l'ai vécu comme un lourd retour à la réalité. Comme tu as dit, Singapour a voulu nous faire vendre une DT qui aurait ralenti Red Bull par je ne sais quel miracle. Et là, Max Verstappen, il est venu avec son agenda de vengeance. Il nous a bien fait comprendre en EL1, EL2, EL3, qualif, course, qu'il n'y avait rien à espérer pour cette année. Red Bull les amis, Red Bull ne va rien laisser sur les 6 Grands Prix restants. Franck, ce Grand Prix a été rythmé par certains événements, pas des accidents, pas des prestations assez incroyables ou même en deçà de ce qu'on attendait. Mais quelle note donnerais-tu à ce Grand Prix? Moi, je lui ai donné un 12, pas grand-chose à l'avant, pas grand-chose aussi derrière. McLaren était la deuxième force, no doubt. Ferrari n'a jamais pu aller les chercher, de même qu'on a senti une Mercedes un peu plus fébrile que les Ferrari. Donc finalement, à quelques places près, on a un top 5, un top 6 qui est quasiment copié-collé du départ. Ok, note assez faible parce que les téléspectateurs de Canal lui ont accordé une note de 13,4. On dirait une moyenne de Grand Prix, on dirait, hein, parce que les très Grands Prix c'est 16,4 comme celui de Singapour et il y en a des moins bonnes notes. Moi, sincèrement, le Grand Prix du Japon, c'était en 11. 11 sur 20. Honnêtement, à part la domination de Max Verstappen tout au long de la course, Perez qui a fait du Perez tout simplement, Sargent qui a fait du Sargent, honnêtement, on a vu des prestations normales, de pilote. Donc, il y a juste eu 2 accrochages, 2 bagarres qui peuvent donner l'occasion de parler. Mais pour moi, c'est un 11. Il n'y a pas eu de décalage stratégique, à part... Un décalage foireux de Carlos Sainz. Oui, c'est ça. Donc, non, moi, c'est un 11 sur 20. En tout cas, les amis, on va débriefer ce Grand Prix. On va en parler de long à large. Restez pour le générique et profitez pour vous abonner et liker, les amis. À tout de suite. Finger Pilote. Les amis, merci d'avoir attendu, merci de vous être abonnés. Le débrief, c'est maintenant. Vous savez les amis, c'est la fin du mois de septembre, la rentrée, la température, ça chauffe de partout. Donc les formules sont un peu plus light. On ne peut plus se permettre de faire la grande formule entrée plat résistance. On va partir sur des formules directes. Celles qu'on va aimer, plat, dessert et surtout celles que l'on peut se permettre. Donc en plat les amis, Red Bull champion. 6 courses avant la fin. Évidemment, vu la lancée de Red Bull depuis le début de la saison, il était clair que Red Bull serait sacré cette saison. Mais le véritable point, ce qu'il fallait chercher, c'était quand? Eh bien, c'est 6 courses avant la fin et on va en reparler. Mercedes également a un problème de riche. Hamilton, Russell. Le duo a priori de pilote le plus standard, le plus merveilleux on dirait. Le duo qui pourrait donner ou plutôt rendre Mercedes l'écurie la plus forte. En fait, le duo le plus complet. C'est le mot. Le duo le plus complet.
Et ça, c'est un problème de riche. Parce que quand on a deux têtes fortes, deux égaux, eh ben, ça se cogne les têtes. On va reparler. Et en dessert, on va revenir sur les pronos du Grand Prix du Japon et on va annoncer nos pronos pour le Grand Prix du Qatar. Restez jusqu'à la fin parce que ça va être explosif. Pour commencer, un petit tour d'actualité. La semaine dernière, on a enfin les deux pilotes qui vont courir pour AlphaTauri. On a annoncé les deux pilotes qui vont courir pour AlphaTauri en 2024. Tsunoda, un peu avant le début du week-end de course, et Ricciardo, samedi matin. Donc un peu avant 4 heures du matin. Donc on s'est réveillé comme ça du lit et hop, Ricciardo est maintenu alors qu'il ne court pas. Et que c'est Lawson au final qui est sur la piste. Et c'est Lawson qui montre un talent incroyable. Rookie, les amis. Il vient de battre Tsunoda. Battre encore. Parce que oui, les amis, c'est un 3-0 pointé. Franck, que penses-tu de la reconduction de Ricciardo et Tsunoda? Est-ce vraiment le duo de pilotes rêvé pour AlphaTauri en 2024 ou est-ce juste de la politique? Quel est ton avis à ce sujet? Pour moi, ce n'est pas le duo de pilote rêvé pour AlphaTauri pour 2024, mais c'est le duo de pilote rêvé pour Hugo Boss AlphaTauri pour 2024. Tu as besoin d'un Ricciardo qui va amener le shine, qui va amener les caméras. Il a beau ne même pas piloter, il y a toujours une caméra sur lui. Tsunoda, on sait qui le soutient qui est derrière lui. Et à part Iwasa, je ne sais pas qui d'autre peut avoir le soutien d'Honda pour le détrôner. Donc finalement, tu te retrouves avec un duo quasiment par défaut d'un point de vue politique Honda et marketing Hugo Boss qui va faire le travail en 2024, j'espère. Et pour Lawson, comme tu as dit, je m'attendais à rien du tout. Et même si j'avais de l'attente, je n'aurais jamais cru qu'un rookie puisse être aussi fort d'entrée. 3-0 face à un pilote qui a fait 12 courses dans la voiture avant même qu'il puisse mettre le pied à l'intérieur. C'est très fort. C'est tellement fort qu'on se pose des questions. Tsunoda, c'est 3 ans. 3 ans chez AlphaTauri. Il est rentré en 2021 quand il a remplacé Daniel Kvyat. 2021, 2022, 2023. C'est un pilote qui, a priori, ne prouve pas. Se faire écraser par un rookie, 3 courses d'affilée, c'est quand même fort. J'appelle ça presque une pseudo-domination. Donc, confirmer Tsunoda, Ricciardo, honnêtement, moi, ça me laisse un petit goût amer, en fait. J'ai l'impression qu'on veut voir Lawson. Donnez-lui un baquet. Donnez-lui un baquet. On veut voir Lawson rouler, parce que ce qu'il fait au volant de cette voiture, c'est juste incroyable. Et on va revenir lors du Grand Prix du Japon sur les prestations de Lawson. C'est juste fou. Franck, dis-moi, est-ce que tu vois cette année, ou l'année prochaine surtout, un Lawson intégrer la Formule 1? Pour moi, ça va être très compliqué. Il reste un seul bac à confirmer, c'est celui de Sargent. Et tu as Vesti et Drugovich qui sont déjà quelque part à l'intérieur de l'académie Mercedes qui, eux, ont du poids sur Williams. Donc, il faudrait que Red Bull, en plus de Albon, donne encore un autre chèque pour poser un autre de ses pilotes chez Williams, ce qui ferait beaucoup pour Mercedes, qui voit quasiment l'ennemi être très bien installé dans sa maison. Donc, selon moi, ça va se jouer entre Drugovich et Sargent. Je pense que Vesti, il aurait fallu qu'il ait le champ de titre de F2. Sargent a la nationalité américaine et Drugovich, il a de gros financements du Brésil avec lui. Donc, je vois plus ces deux pilotes-là, ce pilote-là, Drugovich, pour succéder à Sargent si jamais Williams se sont séparés. Très belle analyse. Ce serait effectivement 2 requins à la maison. Donc, peut-être pas très bon calcul pour Mercedes. Mais Lawson, il mérite un baquet de Formule 1. Peut-être en 2025. Et c'est là où on mettra la pression sur Sergio Pérez. Sergio Pérez, dont on va évoquer lors de ce débrief. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette actualité? Non, je te laisse nous installer pour le débrief et parler du Red Bull tout puissant, tout grand. Les amis, Red Bull champion. 6 courses avant la fin. L'année dernière, les amis, c'était 759 points à la fin d'année. On est au Grand Prix du Japon et l'écurie compte 623 points. Il reste encore 6 courses, les amis. Et je pense une course sprint. 2 courses sprint. Et bien, dis donc. Oh là là. Si on ne compte que les courses en elles-mêmes, où Max Verstappen pourrait marquer 25 points.
ce serait potentiellement 150 points que Red Bull pourrait prendre. Si on fait 623, plus les 150 points, les amis, on tombe à 773. C'est juste fou. Et si on rajoute les points que Perez pourrait éventuellement gagner s'il finit toutes les courses à une position que mérite la voiture, eh bien les amis, on avoisinerait les 900 points à la fin de la saison. Donc, très grosse performance de Red Bull. C'est une saison de domination. C'est juste incroyable. Alors, on va quand même revenir sur des images très fortes. Cette image de célébration, Max Verstappen. Max Verstappen, c'est le pilote qui ramène Red Bull au sommet. Les images le montrent. Il n'y a pas Sergio Perez. Sergio Perez, il n'était pas là à la fin du Grand Prix. C'était Max Verstappen sur toutes les ovations. Un seul pilote, le pilote au casque blanc. Domination sans partage. Red Bull montre une sorte de sérénité jamais vue. Ils sont forts partout. Les pit stops, ils dominent. Le règlement, ils dominent. Ils arrivent à te trouver une astuce. Lorsque je mets ma voiture out, je peux la réintégrer sur le circuit 30 tours plus tard pour purger une pénalité. Les amis, on me dit au micro qu'en plus, Perez est en train de se doucher quand Horner l'a appelé de venir faire les derniers tours pour purger sa pénalité. C'est pour vous dire, c'est des mecs qui ne s'endorment pas. Leur cerveau marche, leur cerveau tourne. Red Bull mérite réellement. On a beau ne pas être content de la domination, on a beau s'offusquer de cette domination, pour la Formule 1 évidemment, pour le sport, mais on doit le respect pour ce qu'ils sont en train d'effectuer. On a beau être fan de Mercedes ou fan d'Aston Martin ou Ferrari, on doit s'incliner face à une domination sans partage. Singapour, où on a cru que potentiellement il y aurait une défaillance côté Red Bull, la directive technique que la FIA a publiée aurait potentiellement rendu la voiture moins dominante. Eh ben non. Eh ben non. La démonstration était éclatante, fulgurante. Ça faisait mal aux yeux. C'était écœurant. Bref, Franck, toi qui es fan de Mercedes, comment tu vis cette domination? Comment tu vis ce 6e titre de Red Bull? Est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que tu lui donnes du respect? Dis-moi tout. Je pense que tu as donné le bon terme, respect. Est-ce que je l'accepte? Tout mon corps dénigre cela. Tout mon amour pour Mercedes le dénigre. Mais tu dois donner du respect. Je veux dire, Red Bull ne se manque jamais. Tu as parlé de ça, ils sont toujours focus. Combien d'équipes auraient pensé à cette pénalité de Perez qui aurait pu se transformer en place de pénalité au Qatar et dire, allez, qu'elle va refaire un tour pour qu'on puisse la servir. C'est ça Red Bull. On a l'impression que la machine est toujours huilée. Singapour, c'est un épiphénomène total, mais le reste des courses, pit stop, comme tu dis, ça ne tremble pas. Course, ça ne tremble pas. Que dire en fait? Et voilà, c'est la personne, tu as dit le monsieur au casque blanc, Max Verstappen, c'est lui qui sacralise cela. Red Bull aurait pu lancer une seule monoplace cette saison qui serait champion constructeur. Sûrement un peu plus tard, mais ils le sont. Il a 100 points d'avance carrément sur Mercedes. Ça fait 4 courses, donc autant dire qu'à partir d'Oskino d'Interlagos, il aurait pu dormir chez lui jusqu'à la fin de la saison. Donc on est vraiment sur ce niveau de domination. Et voilà, il réussit presque à couvrir la saison pitoyable, je vais pas mâcher mes termes, de Sergio Perez. Donc félicitations Red Bull. On le savait dès Bahreïn quand il faisait 800 mètres de lift and coast par tour. Et il n'y a rien à dire, Les amis, on a passé tout le débrief, toute la saison à dire comment Red Bull est une équipe forte. Un team fort, un pilote fort, une écurie montée pour un pilote. On ne peut pas encore continuer à passer des dizaines de minutes à nous répéter. C'est une domination sans partage. C'est peut-être la plus grosse domination de l'histoire de la Formule 1. Il n'y a pas de limite. On dirait qu'ils sont inarrêtables. On a du mal à envisager une écurie capable de rivaliser avec eux dans les 2 ans à venir. Donc Red Bull, chapeau. Mais les amis, il y a une chose quand même qu'il faudrait qu'on voit ensemble. Avant d'aborder la suite du débrief, c'est d'analyser d'abord la grille de départ et les résultats du Grand Prix.
Alors les amis, grille de départ. Évidemment, Verstappen a fait la pole. Les tirs arrivent plutôt groupés, les amis. Il faut quand même regarder cela. Les tirs arrivent groupés. Piastri-Norris, directement. Leclerc-Sainz, évidemment, il y a un intrus qui vient s'intercaler. Sergio Perez, mais qu'est-ce qu'il fait là quand Verstappen est tout en haut du classement? Un tir groupé Mercedes et en bas, évidemment, les miettes. On laisse quelques miettes. Tsunoda qui vient prendre quelques points par-ci. Alonso qui vient prendre quelques points par-là. Stroll qui s'endort, 17e. Lawson qui aurait pu, mais qui n'a pas pu. Bref, c'est un match très serré lorsqu'on enlève Verstappen. Parce que même Perez est dans le match, les amis. Perez est dans le match. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'une fois que la course est effectuée, Perez il n'apparaît plus dans le classement. Perez il a disparu. Perez est out. Perez a abandonné. Perez a été... Il a eu 2 accrochages. C'est bien ça? Oui, 2 accrochages avec Hamilton dans les 2 premiers virages et son dive bomb de l'espace sur Magnussen. Tout à fait. Donc, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Un pilote peut-être frustré. En tout cas, à l'arrivée, les tirs sont presque groupés encore. Hein. Norris qui reprend l'avantage sur Piastri avec un rythme de course juste dominateur. Piastri n'a pas pu suivre. Leclerc, qui s'est un peu ennuyé pendant le Grand Prix, on ne va pas le cacher. Il n'y avait personne devant, personne derrière. Mercedes n'a rien tenté stratégiquement par rapport à Leclerc. Ils ont tenté par contre un coup stratégique, un undercut sur Sainz qui a priori a marché. Ferrari s'est endormi dans les stands, je ne sais pas pourquoi. Ils ont attendu aussi longtemps pour faire rentrer Sainz. Bref, Hamilton devant, Russell derrière Sainz. 8e Alonso, il gagne 2 places par rapport à la grille de départ. 10e Gasly, 9e Ocon. Un petit échange assez virulent à la fin. On demande à Gasly de rendre la position à Ocon, alors que Gasly est parti devant Ocon. Bref, des choses dont on n'a pas besoin pour une fin de Grand Prix où on négocie 3 points à l'arrivée. Et en plus, je ne vous fais pas dire, mais Gasly, c'est le pilote qui est devant au championnat pilote. Donc, bizarre. Alpine devrait nous expliquer ça un peu plus sérieusement. Lawson à l'entrée des points. 11e. Il est parti 11e, il arrive 11e. Tsunoda, lui, il a chuté. Il finit donc derrière Lawson, évidemment. Zhou, Hülkenberg, Magnussen. Les amis, bref rappel des points au championnat. Constructeur et écurie. Comme on le disait, Verstappen s'envole 400 points. Perez-Stein, 223. Hamilton gagne encore des points. Il prend 10 points ce Grand Prix. Il élargit son avance devant Alonso. Sainz et Leclerc, évidemment, ça avance. Ça se tire la bourre, hein, les amis. Norris, évidemment, passe devant Russell. Égalité des points, 115-115. Donc, M. Russell, qui passe son temps à lutter avec Hamilton, je pense qu'il va perdre une place sur Norris d'ici la fin de l'année. Je pense que c'est plutôt sûr. Vu la forme de McLaren ces derniers temps, il me semble que Norris ne pourra pas maintenir sa place. Piastri également qui monte en force et qui fait descendre du classement Stroll et Gasly. Pardon. Et Gasly qui était également présent. Donc, voici donc les 10 premiers au championnat pilote. En face, le championnat constructeur, évidemment Red Bull a gagné. Mercedes 305 points. La moitié et même pas des points de Red Bull. Ferrari derrière en embuscade. Mercedes n'a pas droit au repos. Ils doivent rester toujours en alerte. La saison n'est pas finie. Il reste 6 grands prix. 6 grands prix, les amis. À suivre attentivement. Aston Martin qui est en train de courir, mais McLaren a 2 chevaux face à un seul. Donc techniquement, est-ce que ça va tenir? C'est la course à observer d'ici la fin de la saison. Alpine, bon, je pense qu'ils vont rester là où ils sont. Williams, évidemment. As, pas mal, mais ils vont également rester là. Alfa Romeo, sous un coup de génie, on a l'impression que Bottas et Zhou, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de jus là. Je ne sais pas si c'est les pilotes ou l'écurie. Il va falloir qu'on regarde ça de plus près. Alpha Tauri, 5. Ça se joue Tsunoda, Lawson, Daniel Ricciardo. Anyway, donc voilà. On va donc passer au prochain enchaînement, au prochain enseignement, les amis. Écoutez, c'est l'émotion. Mercedes a un problème de riche. Mercedes a 2 pilotes, les amis. Hamilton et Russell. 2 pilotes de gros calibre. Tout à l'heure, je les présentais comme un duo régulier. Le meilleur duo de la grille.
2 pilotes sûrs. Avec ces pilotes, tu sais que tu peux ramener des gros points à chaque course. Mais le problème de ces pilotes, c'est bien leur ego. C'est leur ego. L'année dernière, ils avaient l'air de travailler pour l'équipe. On avait ce genre d'image. Une image fraternelle. 2 pilotes qui travaillaient main dans la main pour amener Mercedes aux avant-postes. Regardez bien cette image parce que je pense que c'est la dernière fois que vous la reverrez. Aujourd'hui, on a 2 pilotes avec 2 tempéraments. On a l'outsider, Russell, et le patron, Lewis. Ces 2 pilotes s'affrontent. Et l'affrontement semble laisser des plumes à Mercedes. Les amis, on a vu un Grand Prix quand même assez incroyable. On se pose des questions. Est-ce l'ego d'un pilote à qui on a tout promis et qui vient d'arriver chez Mercedes et qui veut faire un crime de lèse-majesté? Ou est-ce tout simplement Russell, qu'on ne connaissait pas en fait, parce qu'il était chez Williams et qu'il n'y avait pas de défi? Mais il est clair qu'aujourd'hui, Russell, dès qu'il voit un Hamilton, a envie de montrer les crocs. C'est juste un sentiment que l'on a. On a l'impression que Russell, il fait sa course par rapport à Lewis Hamilton. Course du Japon, les amis. On le voit très bien. Tous les pilotes qui arrivent derrière Russell passent. Verstappen, il ouvre un boulevard à Verstappen au virage à l'épingle. Norris arrive, Piastri arrive, Leclerc arrive. Il ne pose pas une défense farouche. Mais quand vient Hamilton, c'est la guerre. Russell doit rester devant. Je suis un peu étonné. Je ne vais pas parler très longtemps parce que je ferai un affront à Franck qui a sûrement plein de choses à dire parce que son cœur est forcément rempli de sentiments contradictoires. Mais il va nous le dire. Moi, quand j'analyse, je trouve quand même que Mercedes manque quelque part de communication. On se rappelle à Spa, les amis. Avant Spa même, remontons un peu plus haut, Barcelone. Qualification Barcelone. Lewis et Russell se touchent. Mercedes nous dit, oui, communication, on n'a pas dit à Hamilton que Russell était aussi en tour rapide. Bref, on passe, on arrive à Spa. Russell casse le tour de Lewis qui luttait pour une pole position alors que M. Russell n'avait pas de rythme. Aujourd'hui, on est là, au Japon. Hamilton remonte sur Russell, stratégie différente. On est en train de jouer des gros points parce que Ferrari remonte très vite au championnat. Ferrari est l'écurie qui a marqué le plus de points depuis le retour de la trêve estivale. Et nos 2 hommes s'affrontent. Ils s'affrontent à tel point que Carlos Sainz revient. Bref, les amis, j'ai pas envie de trop en débattre. Je suis quand même tellement choqué. J'en ai parlé sur les réseaux sociaux, j'en ai parlé sur d'autres chaînes YouTube et j'en parle sur ma chaîne également. Franck, parle-nous, parce que si je parle encore, on risque de me traiter d'aigri. Dis-moi, que penses-tu de cette attaque? Je pense que tout est en cause, aussi bien les pilotes que l'écurie, mais pour moi c'est surtout l'écurie. En fait, Mercedes manage ces 2 pilotes comme Red Bull. On aimerait que Red Bull manage ses pilotes en mettant une égalité des chances. Sauf que Mercedes se trompe totalement de casting. Ils ne sont pas dans la position de permettre à leurs pilotes de se bagarrer. Après le Grand Prix de Spa, ou de Budapest, ils avaient 54 points d'avance sur Ferrari. 3 courses plus tard, on en est réduit à 20. Donc, il y a les rouges qui klaxonnent fort derrière. De plus, il y a Hamilton qui veut aussi aller chercher Perez. Et Hamilton a fait le travail pour être considéré comme le numéro 1 pour cette fin de saison. Je pense que là, il n'y a plus à épiloguer. Je comprends le besoin de ne pas vouloir brider Russell qui est l'avenir et on ne veut pas forcément le mettre dans des situations où il peut se trouver frustré. Mais aujourd'hui, il a 75 points de retard. La W14 est une voiture qui met environ, j'ai fait le calcul, 10 points par course. Donc, il y a environ 8 courses d'écart entre Hamilton et Russell sur un championnat qui n'en reste plus que 6. Donc, il est battu. Il y a encore des choses à aller chercher avec Hamilton. Il est 2 pieds en équipe, c'est-à-dire le constructeur, et pour Hamilton, la P2. Donc, j'ai vraiment pas compris pourquoi Mercedes a permis ce duel fratricide qui a permis dans le premier relais au train Ferrari de s'échapper et dans le 3e relais à Sainz de se rapprocher et de battre les 2. Donc, très très surpris par la gestion, pas très surpris
pas les combats âpres entre les deux parce que tu as deux mecs qui ont l'ego de champion du monde. Hamilton, il a beaucoup laissé à Russell. Là, je pense qu'on a compris que Hamilton pose petit à petit pour les 2 prochaines années à venir les bases de l'écurie en disant, mon gars, moi je suis encore là, je suis là pour un 8e titre. Et Russell, lui, veut faire comprendre qu'il est capable, enfin, il veut faire croire, parce qu'il est intimement convaincu qu'il peut battre Hamilton. Mais pour le moment, les résultats ne parlent pas en sa faveur. Donc, moi, je vais te lancer. Est-ce que tu penses, comment vois-tu les 2 prochaines années d'habitation entre ces deux, avec ce qu'on est en train de vivre actuellement là? Parce que moi, j'ai vraiment peur. Eh ben, je crois que tu as raison d'avoir peur. Parce que si Toto ne pose pas des bases claires et ne définit pas un pilote numéro 1 et un pilote numéro 2, eh ben, on entrera dans une époque Hamilton-Rosberg. Ce sera une guerre sur la piste, ce sera une guerre devant les médias, ce sera une guerre psychologique. Bref, c'est pas ce qu'on veut voir pour 2 Britanniques. C'est quand même 2 personnes provenant d'un même pays qui portent leur pays très haut dans le sport automobile. Ils n'ont pas le droit de se faire une guerre, ils doivent trouver un terrain d'entente. Et ça doit être pour moi Toto Wolff qui doit trouver le terrain d'entente pour ces deux membres. Parce que là, clairement, ça peut plus se faire. J'ai quand même préparé un petit graphe qu'il faudrait qu'on analyse ensemble. Quand on regarde bien, Mercedes évidemment, c'est 62% des points marqués par Lewis Hamilton. Lewis Hamilton contribue à hauteur de 62%, pratiquement autant que Max Verstappen ne contribue pour Red Bull, les amis. Ne regardez pas uniquement le fait que Red Bull a 623 points, Mercedes a 200, je ne sais plus combien, ou 300, à 300 et poussières de points. Non, la contribution elle est pratiquement identique. Lewis Hamilton fait le même travail que Max. Évidemment, d'un autre côté, on a Alonso qui, évidemment... Il est tout seul. Il est tout seul, quoi. C'est Aston Martin d'Alonso, en fait. C'est comme ça qu'il faut voir, c'est un pilote. Donc, quelque part, ces graphes nous montrent que Mercedes doit donner sa place à Lewis Hamilton. Surtout en cette fin de saison où Russell ne joue plus rien. Comme tu l'as si bien dit, il y a 75 points d'écart entre eux au championnat aujourd'hui. Donc Russell ne joue plus une place au championnat, peut-être par rapport à Piastri. Mais encore, il faudrait qu'il puisse avoir le rythme de Piastri ou que la voiture puisse avoir ce rythme-là. Donc aujourd'hui, techniquement, non. Russell doit être numéro 2 pour cette fin de saison. Et Lewis doit permettre, avec Russell, travailler ensemble pour gagner et maintenir la 2e place au championnat constructeur. Je veux quand même te relancer sur un point. Au vu de ces graphes, 62-64, on voit que Red Bull est une écurie qui fait une voiture pour un pilote. Alors, les fans de Red Bull me diront non, la voiture elle est très bonne et c'est Max Verstappen qui sait l'amener au sommet. Oui, Max Verstappen est un grand pilote, ça c'est indéniable. Mais l'écurie est tournée vers un pilote. On écoute son retour, on fait la voiture pour qu'elle lui convienne plus ou moins, ou plutôt qu'elle est dans un sens où il est capable de l'exploiter au maximum. On a vu son tour de qualif, il n'y a aucune correction au volant. La voiture est comme sur des rails, le pilote l'amène tel un métronome. Donc clairement, la voiture elle est faite pour lui. Quand on voit cette saison où on a 2 pilotes qui n'ont pas été des cow-boys d'essai, comme en 2022, ils sont tous les 2 entrés dans la voiture, ils ont tous les 2 donné leur maximum. Certes, on dira Russell a joui de malchance, un accident au Canada, mais ce n'est pas de la malchance. Pour moi, c'est un manque de talent face à Alonso et Lewis. Un accident à Singapour, c'est de la malchance, mais moi j'appelle ça une erreur d'attention. Bref, on sortira des situations atteignantes pour dire que Russell, non, c'est pas vraiment ça. Mais non, c'est ça en fait, c'est la réalité. La voiture fonctionnait. Il n'y a pas eu, la fiabilité en Australie, c'est tout. À part ça, la voiture fonctionnait. Pour revenir à la question, Franck, est-ce que Mercedes n'a-t-elle pas tort de croire qu'il faut écouter 2 pilotes pour construire une voiture championne du monde? Red Bull, en tout cas, leur donne tort en disant « mettez plutôt les œufs dans le même panier si vous avez un pilote de confiance ».
Aujourd'hui, Mercedes sait qu'Hamilton est bon, et croit en Russell. Et là est la différence fondamentale qu'il faut qu'ils comprennent. Mise sur le pilote qui te donne les certitudes. Tu viens de faire 7 ans, 8 ans avec Hamilton, où il a délivré à chaque fois, en dehors de 2016, la meilleure performance de l'écurie en interne. Et dans un dernier tour, il aurait même pu faire le perfect quasiment. Mais bon, on va pas reparler d'Abu Dhabi. Donc Hamilton, c'est une certitude. Maintenant, Russell, on est en train de voir aussi les limites du pilote et l'apprentissage à aller chercher. Russell, comme tu as dit, je dirais le terme maturité. Il n'est pas encore arrivé à maturité. Un peu comme un Charles Leclerc, c'est encore des pilotes sujets aux erreurs. Et c'est ça qui est la grosse différence entre les deux dans cette saison. Hamilton n'a jamais, si c'était en début de carrière, brillé par sa flamboyance, mais Hamilton a toujours été un pilote régulier. Il perd rarement des places en course. S'il se qualifie 8e, tu sais qu'il va viser la P5. Tandis que Russell, on le voit plutôt dans un registre où il descend dans les positions au fur et à mesure de la course. Donc là, pour moi, l'écart qu'il y a entre les deux aujourd'hui et qui met la lumière sur la saison impressionnante d'Hamilton en termes de régularité, c'est juste une histoire de maturité, de concentration, comme tu as si bien dit, dans les moments chauds. Hamilton, il est capable de t'aligner 20 tours chrono. Russell, on a directement vu que lorsque ça commence à pousser fort, il y a un peu plus d'erreurs, il y a un peu plus... pas d'incertitude, mais comment utiliser le terme, si tu peux m'aider. Il y a un peu plus d'erreurs, il veut utiliser le terme erreur. Ah oui. Ça a coûté beaucoup à Mercedes. Il est fébrile. Il est fébrile en fait, c'est ça, il est fébrile au moment de conclure. Et là, tu as un pilote qui joue la P2 avec un véhicule avec lequel l'autre est en train de jouer la P8. Ou bien même va finir P8 parce que Norris ne va pas baisser. Donc, voilà là où on en est. Et ça, Mercedes vraiment d'ouvrir les yeux, de miser sur le développement sur Hamilton qui a l'expérience et de dire à Russell de continuer son apprentissage sans se soucier de battre son aîné. Parce que l'enfant, le gamin ne conduit pas libéré, ça se voit. Dès que Hamilton est avec lui, il change de comportement, il change de façon, il change son agressivité, ce qui est peut-être bénéfique pour lui pour s'imposer en interne, mais négatif pour l'équipe qui veut avoir le plus de points possible pour les deux monoplaces. C'est bien dommage, Russell. Russell, libère-toi de Lewis Hamilton, libère-toi de l'emprise psychologique de Lewis Hamilton et vis ta vie. Travaille pour l'équipe, c'est ce qu'on veut. Une Mercedes forte, une Mercedes deuxième, une Mercedes qui bat Ferrari. Un Lewis Hamilton qui pourrait peut-être aller titiller Perez si Perez ne se réveille pas sur les 6 Grands Prix à venir. Bref, on voudrait un Lewis Hamilton qui travaille, un Russell qui travaille pour l'équipe. Comme on a l'impression que Lewis le fait. Donc quand on me sort l'image de Lewis qui pousse un peu Russell à Spoon, je dis à un moment donné, il faudrait qu'il sorte également les gants et qu'il dise à monsieur, calme-toi frère, je suis quand même le pilote numéro 1 de Mercedes avant que tu viennes et c'est pas toi qui remets dehors. Donc techniquement et clairement, Russell il doit accepter une seconde place parce que quelque part Mercedes a quand même promis à Lewis Hamilton un 8e titre. Et moi j'ai très peur quand la voiture sera prête à jouer les titres. Est-ce que ces deux pilotes-là ne vont pas se mettre dans le mur? Franck, qu'est-ce que tu en penses? Quand la voiture sera prête, est-ce que Russell et Lewis ne vont pas se manger des points au championnat au lieu justement de mettre un pilote en avant et d'aller chercher peut-être le 8e sacre de Lewis Hamilton, ce pourquoi il se signe encore 2 ans avec Mercedes? Si la voiture qui leur permet de jouer le titre est dominante, on sait que ça peut passer. Mais s'il faut battre Verstappen qui lui aura tous les points de Red Bull, c'est sûr que ce sera un très gros talon d'Achille que d'avoir 2 pilotes qui peuvent se foutre dehors à tout moment. Maintenant, je pense quand même que au moment où cette voiture jouera le titre, un peu comme on le voit cette année, on va clairement voir le pilote qui lui a eu l'habitude de jouer les titres et celui qui n'a pas eu. Et après, ce sera à Mercedes, un peu comme avec Ferrari, d'être intelligent et d'attendre dès qu'il y a 30 points d'écart pour dire ok, tu as vu, tu es le 2e et on va partir comme ça. Donc je ne vois que cette combine-là de dire au pilote, tout va se jouer sur les 6-7 prochaines premières courses et une fois qu'il y aura un écart créé, il sera sur le meilleur cheval et je n'ai pas de doute que pour une première fois Hamilton va prendre le dessus parce que Russell, comme j'ai dit, ce sera sa première fois et on a vu que sous pression, il peut commettre des erreurs. Les amis, on vous relance sur ce débat.
Hamilton, Russell, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces deux pilotes s'entendent? Est-ce qu'il faut que Toto Wolff tape du poing sur la table? Les amis, quelle est votre vision? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Parce qu'aujourd'hui, quand on est un fan de Mercedes et qu'on arrive à un Grand Prix, on se retrouve en fait comme un fan Alpine. On aimerait voir du frais, du neuf et au final, on repart avec des commentaires du bar, des discours bizarres, des combats fratricides. Bref, Alpine, Mercedes semble plus ressembler à Alpine aujourd'hui qu'à cette étoile brillante qui nous a fait rêver en 2020 et même en 2021. Voilà pour clore le sujet. Franck, est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose pour clore ce débat de Mercedes? Moins de combats entre nous et plus de combats avec Ferrari. Moins de combats entre nous et plus de combats avec Ferrari. Moins de combats en interne et plus de combats avec Ferrari. Les amis, on revient sur le sommaire. On va terminer par les pronos, les amis. C'est la phase des pronos. Qui a eu raison entre Franck et moi sur les pronos du Grand Prix de Suzuka au Japon? Réponse en images. Évidemment, c'est moi qui ai raison sur la pole. Max Verstappen a pris une pole dominante en allumant tous les secteurs. Leclerc était à la rue. N'est-ce pas, Franck? J'ai un peu trop cru à l'histoire du TD39 et j'ai trop cru en Ferrari. Non, plus sérieusement, c'est déjà très très bien vu. Après, je me suis réveillé rapidement et j'ai mis Max en vainqueur quand même. Comme je t'avais dit, c'était un peu trop technique pour Perez à Suzuka. Je pense aussi que là, tu as pu reconnaître. Je te l'accorde. Je te l'accorde totalement. Perez, il m'a déçu. En fait, je ne devrais plus miser sur lui, mais je pense que tout à l'heure, je vais encore me tromper, mais c'est dommage. En tout cas, belle performance des McLaren. Petit groupé, hein, comme on l'a dit, deuxième, troisième, c'est beau. Ok, donc pour les surprises, je crois qu'on devrait même t'enlever un point d'avoir mis Stroll, hein, parce que là, je sais pas quoi dire. Bah, écoute, tu m'as accusé de ne pas prendre de risque, d'être trop sérieux. Et pour une fois que j'ai pris un risque, je voulais que Stroll réouvre son compteur au championnat. Et bien Stroll, il abandonne. Donc, non, t'inquiète, c'est fini les surprises avec Stroll. Je crois qu'il n'y en aura plus, à minima jusqu'à la fin de l'année. La déception. J'avais misé sur Alonso, qui ne m'a pas déçu. 8ème, c'était très honorable par rapport à la performance de la voiture. Et toi donc? Moi, j'ai misé sur Liam Lawson. Ah non, oui, Liam Lawson en me disant qu'il va se réveiller un peu de la gueule de bois d'avoir très très bien brillé à Singapour. Bon, il fait meilleur encore des AlphaTauri, donc clairement, il nous montre que la déception ne peut qu'être que Sergio Pérez, qui a décidé de ne pas piloter dimanche, c'est son choix. On respecte. Eh bien, nous respectons les choix de tous les pilotes. C'est pour ça que nous allons ouvrir la séance des pronostics du Grand Prix de Qatar. Le Qatar, les amis, un virage à fort appui aérodynamique. À vous de décrocher le coup, tellement les vitesses de passage dans les virages sont rapides. C'est pour ça que moi, je ne vais pas réfléchir 3 fois, ni 2, ni 1 fois. Max Verstappen. Et toi donc, Franck? Je peux me mettre Max Verstappen partout. Tu veux, on remplit le podium de Max Verstappen, Voilà, 1, 2, 3, les 3 boîtes. Exactement. Ah, mais ça, c'est une pole pour Max, une victoire pour Max. Mon podium, je vais le compléter avec Norris en 2 parce que je pense que la McLaren sera incroyable sur ce circuit. Et je mise sur un pilote qui nous a fait aussi un gros tour au Qatar. Je vais aller sur Hamilton en 3e. Hamilton en 3e. Tu penses que la voiture va trouver de l'appui et sera stable à l'arrière, ou tu mises sur autre chose? Je mise sur le fait que les équipes vont converger vers un aileron à fort appui parce qu'il y a beaucoup à gagner en virage. Et l'aileron fort appui est ce qui aide Mercedes à tenir son arrière. Donc ils ont un très bon avant pour les virages rapides, donc je pars sur ça. Mais si c'est les moyens appui qu'on utilise, dans ce cas, on aura la même chose qu'à Suzuka. Très gros pari. Franck, on espère que les étoiles t'ont écouté. En tout cas, mon podium, évidemment, comme je disais tout à l'heure, peut-être que je le regretterai. Max en victoire, oui. Pérez, parce qu'évidemment, la voiture, elle a la performance pour avoir les 2 premières places. Donc Pérez, après l'échec plombant et notoire au Japon, pour moi, il va se réveiller et il va sortir un truc qui ressemble à quelque chose. Un truc qui ressemble à quelque chose. Parce que
Il faut juste un tout petit truc pour que cette voiture sublime. Donc, voilà. Donc, Max, Perez, Norris. McLaren, bah oui, un peu plus fort ces derniers temps. Forcément. Bah, pour la surprise, je vais aller sur... Allez, je change un peu. Bah, je vais faire confiance à Stroll. Je vais faire confiance en Stroll. Là. Et là, je pense que après, je sais plus, 10 courses sans scorer de points, je pense qu'il est quand même temps qu'il ouvre son compteur. Donc, on va le faire, on va croire en Stroll pour cette partie-là. Stroll. Ok, c'est Stroll quoi? C'est top 10, c'est ça? Bien Top sûr. 10. Très bien. Top 12 si tu me le permets. Tu prends pas trop de risques. Très bien. Alors, moi, ma surprise, c'est Mercedes. Mercedes top 5. Alors, moi, je ne vois pas Hamilton sur la troisième boîte, ni la quatrième, ni la cinquième, comme toi. Je pense que clairement, les grosses forces seront Red Bull, McLaren et Ferrari. Je vois vraiment Mercedes en retrait sur le circuit du Qatar. Je ne sais pas ce que vous voyez, les amis. Donnez-nous vos pronos. Est-ce que vous pensez que Mercedes pourra être éblouissante au Qatar? Est-ce qu'il y a vraiment une place pour Mercedes dans le top 5? En tout cas, ma surprise, c'est Mercedes top 5. Alors, pour aller vers la fin, ma déception. C'est vrai que Liam Lawson a toujours été une sorte de surprise ces derniers temps, mais je crois que le Qatar est un circuit trop physique. C'est un circuit qui épuise, c'est un circuit où il faut avoir un coup vraiment bien solide. Je crois qu'il va se fatiguer tout simplement à force de prendre léger. Et donc, Liam Lawson pour moi, c'est ma déception. Ce sera un hors top 11 ou 12. Parce que là, allez, hors top 11. Donc, c'est à partir de 12 en montant. Voilà. Ok, moi je vais aller sur Alpine. Je pense que ça va tout simplement pas le faire. Je crois pas en eux pour tout ce qui est rapide. À Suzuka, ça a pas mal marché, mais n'oublions pas qu'il y a au moins 2 personnes qui étaient supposées être dans le top 10 qui n'ont pas été. C'est vrai. Donc, non. Alpine, pas de points pour moi. Je vois aucune Alpine dans les points au Qatar. Ok, aucune Alpine dans les points. Ocon, Gasly, pas dans les points. Et ben dis donc, c'est un peu dur pour les Français. En tout cas, ce sont les dernières paroles de Franck pour ses pronostics. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose avant de finir ce débrief? Bah, on va être bourgeois sur la fin. On va dire bravo Red Bull. Saison pleine, il n'y a rien à dire. Maintenant, voyons s'ils peuvent aller chercher les 20 victoires cette saison. Ça suppose qu'il faut plus qu'ils ne lâchent 2 courses sur les 6 dernières. Et vu la configuration des courses, c'est quasiment fait. Il faut juste que Max Verstappen démarre bien et qu'il arrive en bonne santé. C'est ça. Max Verstappen démarre bien et qu'il arrive à bonne santé pour finir toutes les courses premier et nous donner et exploser une fois de plus les records du nombre de points du pilote sacré et du nombre de points d'écurie au cours d'une saison. En tout cas, les amis, c'est toujours un plaisir d'être avec vous pour débriefer. C'est toujours un plaisir d'échanger. On a hâte de lire vos commentaires. On a hâte de vous répondre. On a hâte de vous suivre. Restez toujours concentrés, toujours en santé. On aime la Formule 1. C'est vrai, Red Bull était titré. Mais la suite de la saison, les amis, la bataille Ferrari-Mercedes fait rage. La bataille McLaren-Ferrari au championnat constructeur fait également... Non, McLaren-Aston Martin fait également rage. Alors les amis, restons concentrés. Je vous dis à très bientôt. Rendez-vous au Grand Prix du Qatar. C'était Finger Pilot. Bisous, je vous aime. Ciao!